La ville intelligente, on l'imagine forcément verte, et on l'imagine verte forcément dans ses bâtiments, dans ses habitations, comme dans ses bureaux. Le foncier green, ça veut peut-être un peu un mot valise où on y met ce qu'on veut. J'ai envie de vous poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est le foncier green pour vous? Alors, vous êtes loin du micro, mais on va vous en donner un. Je vais poser la question d'abord à Lionel Séropian, le promoteur. Monsieur Moité, un micro peut-être? Bon, merci, bonjour à tous. J'ai la chance d'introduire donc cette table ronde. Alors, votre définition du foncier green, c'est quoi? En regardant le programme, je me suis demandé ce que c'était. Ah ben non, c'est pas bien ça. Bien sûr, en le préparant. Donc, le foncier green, je crois que c'est un ensemble de choses. Un foncier green, on pourrait dire que c'est un foncier dépollué ou c'est un foncier tout neuf qui n'a subi aucune dégradation. Je crois que le sujet du green et du développement durable ou du sujet de l'empreinte carbone, c'est un tout. Et l'approche qu'on peut avoir d'un foncier, donc par voie de conséquence, un foncier égale peut-être une opération immobilière ou d'aménagement, ça englobe plusieurs choses. Et je crois que c'est une réflexion globale sur la façon dont on va se servir d'une ressource naturelle, comment l'optimiser et comment l'optimiser par rapport aux besoins. Alors par rapport aux besoins des usagers, par rapport aux besoins des clients, par rapport aux besoins des collectivités, et également, comme le disait tout à l'heure l'intervenant que j'ai trouvé très très pertinent, qui a fait une synthèse brillante de l'état des lieux, aussi celle d'une société, voire cotée en bourse, qui forcément intègre dans ses réflexions les sujets du RSE, et forcément le premier maillon de la chaîne, c'est le foncier. C'est le foncier, exactement. J'ai envie de poser la même question à Madame Karadec. Quand on est dans une collectivité, on a quelle vision d'un foncier green? Parce qu'il y a effectivement cette demande aussi du citoyen, on en reviendra après plus tard, mais pour vous, c'est quoi un foncier green? Déjà, quand on est élu et quand on mène des politiques publiques, évidemment, on essaye de mener des politiques publiques vertueuses. Et donc, en matière d'urbanisme, c'est comment arriver, évidemment, déjà au travers Euroméditerranée, qui permet le droit à l'expérimentation, donc de tester des solutions nouvelles, bien sûr. Donc, on a sur Euroméditerranée 2 boucles de thalassothermie, on est labellisé Écocité. Alors, je laisserai les opérateurs vraiment développer, mais c'est comment à la fois on dépollue, parce qu'on est sur de l'arrière portuaire de façon vertueuse, comment on conçoit, comment on construit et comment on vit, parce que la part sociétale, l'humain est quand même important, et comment on met la technologie au service des futurs habitants. Plus largement, c'est comment dans cette ville, et tout à l'heure ça a été dit, qu'il y a des atouts phénoménaux, à la fois des espaces naturels, un parc naturel, un littoral, la mer Méditerranée et la mer de Tunis est là. Je crois qu'on a tous autour de la Méditerranée les mêmes problématiques. C'est-à-dire comment, en construisant la ville, puisqu'on a quand même une obligation de développement, si on veut être attractif, si on veut attirer du tourisme, des entreprises, des habitants, donc il faut construire la ville. Et là, la tâche n'est pas simple, mais comment on maintient surtout les grands équilibres entre le développement et la préservation, et comment on réintroduit aussi de la nature en ville, parce qu'on parle du green, mais et je rejoins tout à fait Nicolas Hazard, qui avait raison. Je pense que c'est à l'échelle locale qu'on est le plus efficace, parce qu'on peut être pragmatique. Et aujourd'hui, quand on fait de l'urbanisme, on voit bien qu'on se confronte à des normes nationales qui sont souvent aberrantes. Et moi, je suis prête, dans les documents d'urbanisme et dans le travail que je fais avec tous les opérateurs, qui est jamais très simple, à prendre des risques. Parce que je pense qu'il faut qu'on prenne des risques pour faire avancer les choses, et qu'on s'interroge tous les jours, qu'on revisite nos modes de faire. On a revisité toutes nos grandes opérations d'urbanisme pour faire en sorte que ce qui a été réfléchi il y a 10 ans et qui est complètement obsolète évolue en fonction à la fois des technologies, des
mise en vie et de ce besoin d'être vertueux. On a évidemment eu un séminaire il y a peu de temps, parce qu'on parlait des grandes entreprises, là, avec Entreprise Générale de France, sur la réforme de l'ART 2020, qui est une vraie révolution. Donc, énergie plus, carbone moins. Et on a, par exemple, trois opérations expérimentales, hein, une de bureau, une de logement sur sur SmartSay, mais aussi ville sur une école, l'école Ruffi. C'est-à-dire que ce travail, il fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire que personne ne doit réfléchir tout seul. C'est la confrontation avec les grandes entreprises, avec les start-up, avec nous, politiques, qui accompagnons et qui impulsons et qui obligeons, parce que j'estime qu'on doit aussi contraindre, parce que pour les opérateurs, je vais être un peu cash, c'est facile de faire du facile, voilà. Et nous, et Daniel a fait un exposé qui était super, un peu long au goût de Jean-Christophe, mais Tortora, mais je suis désolée, il était complet cet exposé où on voit bien les enjeux, on voit bien tout ce qui a été fait, et c'est qu'un travail collectif qui peut nous faire avancer, et c'est pour ça que je crois énormément à l'échelon local. Et donc, juste pour terminer, c'est comment on introduit de la pleine terre dans les opérations. Donc, au travers des documents d'urbanisme, on a un pourcentage de pleine terre qui est nettement augmenté. Comment on achète aussi des espaces pour en faire des jardins publics, comment on plante régulièrement quand on fait de l'aménagement urbain, parce que le meilleur facteur bioclimatique, c'est l'arbre. Donc, par exemple, moi j'ai demandé un recensement, combien on a planté d'arbres à Marseille, parce qu'on nous dit toujours, mais vous faites rien. Non, on a planté 2500 arbres sur la voie publique, sur l'espace public, en une année. J'ai pris que le chiffre de l'année dernière. Donc voilà, tout ça, et je pense qu'il faut aussi avoir de la pédagogie et de la bonne pédagogie, parce que c'est tellement facile d'aller sur des raccourcis, sur le maire vend la ville au promoteur, enfin, qui à mon sens est du n'importe quoi, du sensationnel, mais quand on rentre dans le détail chiffré, quand on rentre dans le travail que nous effectuons, on voit bien que cette volonté, elle est commune, et nous avançons comme ça. Comment on fait de la ville dans sa globalité en matière de transport, développer du métro et du tramway pour éviter la voiture, comment on fait du coaching énergétique auprès des futurs habitants, parce qu'il faut aussi cet accompagnement-là, comment on utilise le numérique pour avoir des solutions innovantes au déplacement, à la production de moindres parkings en les foisonnant via des applications numériques. Enfin, moi, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter, mais j'ai pas eu le gling-gling qu'ont eu les autres. Mais voilà, je pense qu'on reviendra peut-être sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, sachez que avec beaucoup de personnes ici dans la salle, on travaille vraiment étroitement, c'est-à-dire que tout le monde se bouscule intellectuellement pour avancer. C'était... voilà. Déjà, les applaudissements. C'est vrai que vous avez abordé certains points sur lesquels nous allons revenir, notamment celui du pragmatisme et celui de mettre, par exemple, des jardins partagés. Enfin, c'est quelque chose qui est très demandé par le citoyen. Du coup, Emmanuel François. Ah. Bonjour. Merci d'abord pour cette invitation. Je salue la ville de Marseille et Daniel Sperling qui ont rejoint effectivement récemment la Smart Building Alliance, dont la SBA, que j'ai cofondée il y a 6 ans avec cette vision que le numérique venait un peu changer tous nos modèles et qu'il fallait accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans cette transition numérique combinée à la transition énergétique. Le mot important, c'est pragmatisme, quand même. Comment ? Le mot important est pragmatisme. Ouais. Alors, vous me posez la question, la green. Effectivement, green, pour moi, c'est sobre, proche de l'humain, proche de la nature, et en harmonie avec avec la nature et l'homme. Et je pense qu'on a oublié, durant les 50 dernières années, ces fondamentaux. On ne s'est pas rendu compte. Avec l'ère industrielle, on est allé vers une hyper-centralisation, une hyper-urbanisation, où les ressources naturelles étaient inépuisables, comme l'eau, l'énergie. On a abouti à une ghettoisation de nos villes, avec des endroits où on dort, des endroits où on travaille, des endroits où on se soigne, des endroits où on enseigne,
même des endroits où on emprisonne, etc., etc. Des endroits où on se cultive. Et en fait, on a oublié un peu certains le bon sens. Et on a oublié la nature et l'homme, et que l'homme est un être social et il a besoin de proximité. Aujourd'hui, on voit les transports, ils passent 1h30, voire 2 heures à Paris, voire 3 heures à Londres dans les transports. Et donc, effectivement, il n'a plus de temps pour lui, plus de temps pour son environnement. Et en plus, on voit que l'élastique est en train de casser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé aux limites et il est temps de repenser fondamentalement nos modèles et nos modes de vie, comme vous l'avez dit. Et là, ça passe forcément par une vision et ensuite s'appuyer sur les nouvelles technologies, sur le numérique, pour plus de frugalité, plus de proximité et plus de mixité. Quelque part, le digital, c'est le partage. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on est en train de changer de modèle. On est en train de passer de l'ère de la propriété à l'usage, comme vous l'avez dit. Et donc, l'usage autour de bâtiments, de cette notion de partage. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est une invitation à repenser fondamentalement nos bâtiments, nos villes, sur ce socle, et de dire, ben voilà, maintenant, effectivement, pourquoi avoir des bâtiments qui sont totalement immobiles, inflexibles, dédiés à une activité? Quelque part, c'est avoir des bâtiments multi-usages, pluriels, avec des espaces partagés, des espaces privatifs, et raisonner à l'échelle d'un quartier ou d'un district, comme on voudra, dans lequel on aura presque tous les services, voire et toutes les activités. Et repenser un petit peu, aller un petit peu vers l'histoire. Raisonner, qu'est-ce que c'était que les 7 lieux, par exemple. Les 7 lieux, oui, on voit bien, là, quand on fait les 7 lieux, c'est à peu près 40 km. Et on voit, il y a tous les 40 km, en Europe, vous avez un bourg. Et puis sinon, vous avez des villages. Eh bien, cette notion de lieu est importante. Et au niveau d'une ville, ce n'est pas 7 lieux, c'est une lieu. C'est-à-dire entre 400 mètres et 4 km. Et entre 400 mètres et 404 km, c'est avoir tous les services et toutes les activités en s'appuyant justement sur cette notion de partage, de mutualisation. Du coup, je me retourne. J'arrête là-dessus. Pour l'instant. Je me retourne sur le promoteur avant de voir l'énergéticien. Mais ce discours-là, vous l'entendez? Alors, une petite précision, ce n'est pas que promoteur. Oui. Nexity, c'est une société, c'est une plateforme de services immobiliers où forcément... c'est bien dit ça, plateforme de services immobiliers. Où forcément, si vous voulez, cette notion, et je parlais tout à l'heure de démarche globale, elle est forcément appréhendée. C'est-à-dire qu'à la fois sur la conception très en amont des projets et à la fois sur la gestion des espaces communs pour les copropriétaires ou bien évidemment en lien avec la ville. Donc forcément, nous intégrons ces principes-là et je crois qu'à travers les projets que nous réalisons, parce qu'on peut avoir, comme le disait Laure Agnès Karadec, il peut y avoir une partie de communication sur les projets et ensuite on passe à la réalité. Donc je crois que le meilleur exemple, parce qu'on peut imaginer plein de choses sympas, plein de choses sexy, qui font envie à tout le monde a envie d'y habiter, d'y acheter. En tant que spécialiste de la vente en état futur, je sais de quoi je parle. On peut faire rêver, mais la vraie victoire, c'est de satisfaire nos clients lorsqu'ils ont le produit qu'ils ont réservé et sur lequel ils se sont basés pour rêver, parce que c'est du rêve. Donc nos villes, aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit, je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde parle bien mieux que moi de ces sujets-là, mais je crois que notre rôle engagé d'aménageur, d'ensemblier urbain, de promoteur, de gestionnaire, c'est justement celui-là, de faire que ce que nous imaginons soit livré. On parle souvent de livrable et c'est une question essentielle. J'en veux pour preuve un exemple d'un bâtiment que nous avons livré, qui est le siège métropolitain de Nexity à Marseille, et qui est dans un quartier en pleine reconquête, qu'on appelle Saint-Mauron. Et donc ce bâtiment-là, qui a été livré en 2015, ça a été pendant longtemps, alors je ne sais plus s'il l'est toujours, mais certains spécialistes le diraient aussi, le plus haut bâtiment
de France en ossature bois. Et donc, on était sur une empreinte carbone qui est à moins 60% par rapport à ce que pourrait être un bâtiment en béton. Donc, ils vivent à l'intérieur, les 150 collaborateurs de Nexity de la métropole. Et je crois que cet exemple-là, il existe. Hein, il est attaché à une opération beaucoup plus vaste qui développe énormément de logements, une variété de logements. Le pari, ça a été à l'époque, et puis je me tourne vers Laure Agnès parce qu'elle a accompagné, entre autres, cette réalisation-là, ce morceau de ville que nous avons créé. Et je crois qu'à l'intérieur de celui-là, que ce soit ce qui concerne le traitement de l'espace, des espaces partagés, avec bien évidemment, je dis bien évidemment parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de relativement usuel, il ne faut pas tomber non plus dans le systématique. Nous avons réalisé des jardins partagés qui ont été portés par une association qui a mis en route le principe des jardins partagés. Je crois que ça a été une vraie réussite. Ensuite, le problème et la problématique majeure pour ce type d'espace, qu'ils soient collectifs, privés, c'est leur pérennité. Et donc, je parle de notion d'entretien, d'accompagnement. Quand on est dans des quartiers qui sont considérés comme étant sensibles a priori, il est nécessaire, mais je pense que ce n'est pas seulement dans les quartiers sensibles, parce que le sujet relatif à l'économie et aux moyens dans des quartiers plus favorisés, c'est plus simple de régler les problèmes. Quand on a une problématique telle de sociale, je pense que cet accompagnement, il doit être pluriel. Pluriel, c'est-à-dire que le tissu associatif, le monde privé, puisque l'engagement que nous avons pris pour répondre encore une fois à votre question et être un peu plus précis, c'est d'être resté, c'est-à-dire d'avoir fabriqué un morceau de ville, mais de l'accompagner dans sa gestion. Il ne s'agit pas simplement d'accompagner un service après-vente, il s'agit d'accompagner un service après-vie ou après achat ou après intégration d'une opération immobilière dans une ville. Et donc le fait que les équipes soient présentes et les relais, alors il y en a 3, donc le privé, le tissu associatif, et forcément, et je me retourne vers Laure Agnès, un accompagnement public qui est nécessaire aux franges de morceaux de quartier qui sont créés comme ça, un peu ex nihilo, et qui visent à reconquérir des villes. Ensuite, les engagements que nous prenons et que nous voulons réaliser, eh bien forcément, ils sont variables. On vient je le cite en exemple parce que c'est une vraie victoire pour le groupe Nexity. On vient de gagner un concours à Montreuil, Porte de Montreuil, les puces de Montreuil, où il y a 70 000 m² de bureaux. Et la démonstration qui a été faite, c'est justement les engagements qui sont pris, c'est justement de baisser l'empreinte carbone de notre réalisation. Et bien évidemment, c'est les espaces verts, la nature en ville. Alors, c'est une notion, la nature en ville, où on peut tout mettre, mais en tout cas, et on l'a fait récemment sur une opération qui, elle, va se réaliser à Marseille dans le 8e arrondissement, puisque quand on coupe un arbre, on en plante 2. C'est peut-être simple, mais en tout cas, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler que la nature est préservée. Et donc, on se base sur forcément la biodiversité, sur le remploi des bâtiments, sur la réversibilité des bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments qui sont conçus, ils sont conçus pour être des immeubles de bureaux, vous en parliez tout à l'heure, mais les architectes qui l'ont dessiné ont prévu que ce bâtiment soit réversible. Alors ça pose une contrainte économique parce que l'investisseur qui usuellement achète des immeubles de bureaux avec une trame d'une certaine épaisseur se retrouve avec des immeubles de bureaux qui ont une trame d'épaisseur de logement parce que ce n'est pas exactement la même chose. Ce sont des petites contraintes techniques, je pense que ce n'est pas le lieu pour entrer dans le détail. Mais quoi qu'il en soit, on imagine l'avenir en se disant ce quartier peut muter, ça peut changer, et donc l'usage, il peut être pluriel et retrouver un autre sens à une autre époque, pour ne pas justement grignoter toutes les ressources. Après, les matériaux, ils sont choisis, c'est en région parisienne que tous les matériaux seront apportés. En termes d'économie circulaire, c'est important. Voilà des exemples qui montrent que l'engagement, et c'est une conviction que nous avons en tout cas chez Nexity, c'est de dire que l'engagement qu'on prend, il faut le respecter, parce que c'est essentiel pour à la fois pérenniser une activité, mais aussi pour notre planète. Donc, il y a une vraie changement de mentalité finalement chez tous les acteurs. Et du coup, Jacques Thierry-Monty, quand on est un énergéticien,
Comment on participe du coup en amont? Parce que si je comprends bien, c'est en amont qu'il faut mieux penser les projets. On reviendra peut-être après sur les bâtiments déjà existants qu'il faut aussi verdir, mais sur le neuf en tout cas. Comment vous participez à cette élaboration alors avec du bon sens, avec du smart mais pas trop? Du smart autant qu'on peut. Mais non, je pense nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions. D'apporter des solutions par rapport à des contraintes que peuvent avoir ceux qui ont en charge des aménagements, ceux qui ont en charge de la promotion. Et ces solutions, effectivement, l'énergie, elle a une caractéristique, elle est très capitalistique et elle a des temps longs. Et donc, il faut anticiper les tendances. Je prends un exemple, je vois cette tour, la Marseillaise, et derrière le quartier Euromède. Quand on a travaillé sur le quartier Smartseille, les solutions, elles ont été pensées il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles apparaissent évidentes à tout le monde. On parle de réseau de chaleur durable, etc. Ça paraît normal. Il y a 10 ans, on était confronté à une logique économique et de compréhension même. Pourquoi on allait faire des réseaux de chaleur durable, d'aller prendre de l'eau de mer pour alimenter un quartier, quand il y avait des solutions traditionnelles au gaz qui étaient finalement bien moins chères. C'est ça la réalité. Et donc, s'il n'y avait pas cette volonté d'anticipation, de travail, d'initiative privée, on n'aurait pas Smartseille aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a vraiment des démarches, ça passe par des démarches volontaristes, mais j'ai beaucoup apprécié Nicolas Hazard, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On a besoin de cadres réglementaires également pour conforter l'action. Je suis heureux de la loi énergie-climat a été votée hier au Sénat. Elle ouvre la voie à la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle va contraindre, parce qu'il y a un moment donné, si on ne contraint pas les gens, on ne change pas de paradigme. Donc il faut qu'on puisse, si on veut mettre en œuvre la sobriété, si on veut mettre en œuvre la production de ressources locales, il faut des cadres réglementaires qui nous fixent un certain nombre. Après, il y a des excès dans la parole, dans l'ambition, sans doute, mais au moins ça ouvre des tendances et ça contraint. Si on ne prend pas l'arrêté de dire on ferme les centrales charbon en 2022, elles vont continuer à tourner, les centrales charbon. C'est aussi simple que ça. Si on ne revoit pas, comme l'a dit Laure Agnès, la réglementation thermique de 2020, de 2012, on va continuer à faire 80% des logements en France collectifs au gaz. Alors, j'ai rien spécialement contre le gaz, mais dès lors que l'ambition du pays, c'est d'avoir 20% de consommation d'énergie primaire fossile en moins dans 10 ans, il y a un moment donné, il faut mettre par rapport à cette ambition des actes en face. Et si on ne contraint pas, ceux qui façonnent la ville, il y a une logique économique qui s'impose à eux. Voilà, donc, Oui, Monsieur François, il faut contraindre? Alors, bien entendu, il faut un peu de contrainte. Ceci étant, si vous voulez, si je demande à ma fille qui a 14 ans qu'est-ce que c'est que la contrainte, elle me dit « Attends papa, on est dans un nouveau monde. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de règles. » Donc la contrainte, je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on comprenne tous ici qu'il y a un nouveau monde qui se crée, qui est le monde virtuel. Et qu'il faut s'appuyer sur ce monde virtuel pour changer le monde physique dans lequel on est. Et quand on parle de contrainte, j'aurais tendance à dire qu'il faut plus parler d'incitation. D'incitation en créant des nouveaux codes qui permettent à chaque citoyen, à chaque entreprise, à chaque collectivité d'être incité à être plus vert, à avoir un comportement plus durable, à aller chercher des externalités positives et à combattre les externalités négatives. Alors vous allez me dire, mais vous pensez à quoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple de ce que je veux notamment mettre en place dans le cadre de MAJ, cette fondation que j'ai créée. C'est à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, créer une sorte de monnaie locale. Ça commence à exister. Je sais que EDF a des projets où justement on a des monnaies locales pour partage d'énergie, d'investissement dans les énergies renouvelables et partage de cette énergie, mais le faire d'une manière plus globale, avec une certaine traçabilité des axes, des actes ou des activités, et une incitation à un acte citoyen. Et une fois de plus, c'est de l'incitation. C'est-à-dire si je fais un tri sélectif, eh bien,
je vais avoir des points, on parle de tokens. Mais c'est de la contrainte positive, finalement. Donc c'est de la contrainte positive. C'est aller même jusqu'à demain, et ça j'en ai parlé il y a peu de temps parce que j'étais invité à une réunion sur le transport décarboné, et je dis, mais attendez, il faut qu'on réfléchisse sur justement une tokenisation du transport et une tokenisation de l'empreinte carbone du transport et des objets, des produits qu'on consomme. Si demain vous allez dans un supermarché et que vous avez 2 yaourts et que vous, en même temps que vous l'achetez, vous avez l'empreinte carbone qui s'affiche. Quelque part, dans un premier temps, c'est une incitation, mais c'est une incitation qui va vous dire, tiens, je préfère, dans mon bilan carbone, prendre celui qui a le moins d'empreinte carbone. Mais à l'échelle de la collectivité, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est par exemple, je me dis, je vais faire du télétravail, mais mon employeur ne va pas forcément me payer un espace de télétravail. Donc je vais investir dans ce télétravail. Mais quelque part, la collectivité est intelligente. Et elle va dire, écoutez, monsieur François, vous allez avoir tant de tokens par tant de jours travaillés en télétravail. Parce que moi, ça m'intéresse, parce que vous allez rester dans ma commune. Vous allez consommer localement. Vous n'allez pas prendre votre voiture, donc vous allez moins utiliser les transports en commun, etc. Et quelque part, moi, ce que je souhaite, et c'est ce que je voudrais expérimenter, c'est qu'une fois qu'on a défini ces codes, parce que je vais donner 3 exemples sur le tri sélectif, sur le télétravail, sur des comportements green, eh bien, c'est que demain, peut-être une collectivité dise, eh bien, à l'échelle de ma collectivité, une partie des impôts locaux, vous les payez en token, de monnaie locale. Et là, quelque part, c'est un vrai changement. Mais de toute façon, aujourd'hui, non mais je sais que ça fait rire, mais en fait, face aux problèmes actuels, on a beaucoup d'idées, Nicolas Hazard l'a bien noté, mais en fait, au niveau mondial, on se heurte à des problématiques de modèle économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, le modèle économique, il n'arrivera que si on utilise le digital, le numérique, et qu'on a cette vision totalement transversale. Et qu'on s'appuie, vous savez, sur le monde virtuel pour tirer le monde physique vers un monde meilleur. Alors vous venez d'aborder, c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé dans les premières déclarations, c'est celui du modèle économique. Alors là, du coup, je me tourne vers le banquier. Je sais que vous étiez resté très silencieux jusqu'à présent, mais la question à la fois du modèle économique... À l'écoute. Voilà, c'est la première qualité du banquier, à l'écoute. C'est bien. Donc, la question du modèle économique se pose. On a parlé un petit peu hier soir lors de votre grand rendez-vous, mais de ce que vous entendez, vous voyez bien qu'il y a quand même un modèle qui a pensé aussi en amont. Et comment vous financez tous ces projets qui ne sont pas forcément les plus économes, si on a bien compris? En tout cas, qui sont ceux à plus fort enjeu pour aujourd'hui et demain. Et notre métier, c'est d'accompagner ces projets d'aujourd'hui et qui engagent le futur. Alors, pour répondre un peu à la question foncier green, jusqu'où verdir la ville, d'abord verdir la ville, bien sûr, enfoncer des portes ouvertes, mais on va se rappeler quand même que les villes, ça concentre 80% des émissions carbone sur 2% du territoire. Donc, c'est un vrai sujet. Et que dans ces émissions, on a évidemment, pour ce qui est de la ville, le fait de réduire l'étalement urbain de moitié, alors même que sociologiquement, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout le monde aspire à sa maison individuelle, qu'on ait à une croissance des familles monoparentales. Donc on a toutes ces contradictions à gérer. Et dans toutes ces contradictions à gérer, effectivement, il faut être tous ensemble pour gérer ces complexités. Et sans rentrer dans le débat politique qu'on sentait poindre, en tout cas, de mon point de vue, et ça n'engage que votre serviteur, le politique, en tout cas, a un rôle absolument clé à jouer. Alors, contrainte, cadre réglementaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, le politique a un rôle absolument essentiel à jouer. Le politique au sens étymologique du terme, politikos, organisation de la cité. C'est bien de ça dont on parle. Voilà. Alors, quand on est banquier, on essaie, et surtout une banque comme la nôtre, très engagée sur ces sujets. Engagée parce que le territoire, qui fait qu'ici, il y a du soleil, ça souffle, et qu'on est une région, en plus la CEPAC, qui a dans son périmètre toutes les îles, particulièrement enclin à accompagner ces énergies renouvelables, etc. Donc on est évidemment très incité sur ces sujets, on a envie d'y aller. Sur le foncier, ça me fait évidemment appel au secteur du logement, je pense au logement. Aujourd'hui, quand on pense les 4 grandes priorités sur la transformation écologique,
dans l'ordre, hein, logement, transport, évidemment les énergies renouvelables, et puis les consommations de viande, etc. Bon, il y a au moins 2 sujets sur lesquels on essaie d'être des acteurs engagés et reconnus sur ces sujets. On pourra parler peut-être des énergies renouvelables, parce que c'est évidemment un sujet essentiel. Mais parlons du logement. Foncier Green, pour moi, ça me parle du logement. Très forte empreinte carbone, 35 millions de logements en France, 7,5 millions qui sont dans les critères énergétiques les plus faibles, FG. Hein, et on sait, pour le coup c'est politique, qu'à l'horizon 2050, il y a cette ambition d'avoir des logements qui soient tous bas carbone. Comment on fait ? Comment on fait ? Donc là, nous, notre métier, il a au moins 2 illustrations concrètes. C'est de manière très opérationnelle, accompagner des grands projets, des grandes promotions, à la fois en tant que financeur, promoteur, à la fois pour les particuliers qui achètent et puis pour les programmes que nous accompagnons. On a cité 2 illustrations, vous avez cité 2 exemples hein, qui nous tiennent à cœur. On a la TLM, effectivement. La TLM, c'est à la fois un projet emblématique pour la ville, pour ce que ça représente. C'est un projet sur lequel on a aussi eu le plaisir d'investir avec Richard, parce qu'il est exemplaire en matière d'empreinte carbone. On est aussi très attaché à un projet que préside Mme Karadec sur Euromède 1 et 2, parce que ce projet, outre qu'il redessine la ville, c'est un projet qui est également très structurant en termes d'empreinte carbone. Puis je voudrais prendre une autre illustration, parce que là on pense les logements nouveaux, la ville de demain. On a évidemment pensé et reconsidéré et accompagné les logements plus anciens. Et on sait de quoi on parle ici dans cette cité. Absolument. Et donc une banque comme la nôtre, qui se veut très engagée hein, au sens du sens, eh bien, va sur les aspects énergie renouvelable. On est aussi très engagé sur le logement social. Et le logement social, c'est quoi ? Ce sont des acteurs, on n'en parle peut-être pas assez, parce que c'est une transformation plus silencieuse, alors qu'on a des acteurs qui, évidemment, engagent chaque année des travaux de rénovation très importants, très structurants, et qui touchent un habitat souvent le plus ancien, avec les difficultés qu'on sait. Si je prends, pour exemple, les 2 filiales, qui sont filiales du groupe Caisse d'Épargne, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais le groupe Caisse d'Épargne est l'acteur le plus engagé, le plus important en matière de logement social ici, hein, sur le territoire. Si je prends Irilia, qui est une filiale du groupe Caisse d'Épargne très implantée, très connue ici, c'est près de 100 millions d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années en rénovation énergétique. Et ça touche les familles, si je puis dire, qui ont le moins accès, précisément, et le moins de capacité à investir dans leur logement, bien sûr. Logirem, autre entité bien connue à Marseille, Logirem, c'est chaque année 10 points de plus en logement, quittant les horizons F et G, qui sont les horizons à plus forte empreinte carbone, vers les critères ABC, qui sont les critères les plus positifs. C'est 70% du parc aujourd'hui du logement social chez Logirem qui respecte ces critères. Donc ça, c'est très concret, c'est très structurant, et ça fait évidemment partie de notre point de vue du rôle d'une banque de proximité. On revient au rôle de la proximité, qui essaie de participer, de tisser les fils et les liens, et de rendre possible finalement toute cette transformation. Jacques-Thierry Monti, tout à l'heure, parlait de prendre des risques. Donc vous pouvez prendre des risques avec les autres acteurs. Vous me posez cette question ? Oui. Une question étonnante. Est-ce qu'une banque prend des risques ? C'est notre métier de prendre des risques. Alors après, comment on le gère, avec qui, sur quel horizon, etc. Bien sûr, notre métier, c'est de prendre des risques et d'essayer de le faire sur des secteurs dont on considère qu'ils sont porteurs. À la fois porteurs de développement économique, et si en plus ils sont porteurs de sens, vous voyez, c'est, si je peux dire, la double ambition. Quand la CEPAC a fait le choix, il y a 10 ans, c'est pas la semaine dernière, d'investir et de s'investir dans la transition énergétique, tout le monde ne le sait pas, je vais faire un tout petit peu de promotion, pardon. Merci à la tribune de me permettre de le faire. Pas mais trop, on est le premier acteur. Attention, pas trop. Bon, ouais, il reste 8 minutes, c'est bon. On est le premier acteur en matière de financement de la transition énergétique ici dans la région, et le 4e national pour une banque régionale. C'est un choix qui se voulait structurant, d'une banque qui effectivement veut prendre des risques, veut accompagner des projets en développement, mais des projets qui ont du sens. C'est François Dalle, le patron de L'Oréal. C'est pas un banquier qui disait qu'il faut savoir saisir ce qui commence.
une banque qui se respecte et qui veut engager l'avenir, elle doit saisir ces opportunités qui commencent. L'énergie renouvelable, la transition énergétique, c'est évidemment un secteur pour demain. Vous avez aussi abordé un sujet dans le sujet, c'est de la réhabilitation du bâtiment existant. Encore une fois, comment on fait dans ce cas-là pour verdir le bâtiment existant ? Monsieur François, par exemple. Écoutez, je rebondis sur ce qui a été dit. Dans le cadre de la SBA, on lance le Big Bang. J'avais abordé Julien de Normandie il y a quelques mois à ce sujet. Je lui ai dit, écoutez, il faut le Big Bang de l'efficacité énergétique en France. On parle de transition énergétique, on parle de transition numérique, mais en fait aujourd'hui, il faut vraiment un coup fort et apporter dans tous les bâtiments de France, tout de suite et pas demain, l'efficacité énergétique. Pourquoi ? Parce que l'efficacité énergétique tire le numérique. Et comme l'a dit Daniel Sperling, on est dépositaire de ce référentiel Ready to Service qui devient une référence mondiale, enfin européenne en tous les cas, qui permet de mettre en place une infrastructure numérique dans un bâtiment pour un service et en fait la mutualiser pour d'autres services. Donc si le premier service c'est l'énergie, on met en place l'efficacité énergétique dans tous les bâtiments de France et on s'appuie sur cette infrastructure numérique pour déployer à coût marginal d'autres services qui sont certains excessivement nécessaires, comme l'assistance aux personnes dépendantes, comme la mutualisation des espaces, comme la santé, le confort, la sécurité, etc. Et si vous voulez, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on a toujours une approche qui est en silo. Donc, je vais faire de la transition énergétique. Ensuite, je vais m'occuper des personnes dépendantes. Ensuite, je vais m'occuper de la sécurité des bâtiments, parce qu'on veut se protéger du feu, etc. Et chacun déploie son système, son infrastructure, et ça ne se parle pas, ce n'est pas du tout interopérable. C'est fini, il faut arrêter de gaspiller l'argent qui est l'argent public. Il faut en fait comprendre que le numérique permet de mutualiser les équipements, les infrastructures. Et donc, il faut avoir cette approche globale, raisonner avec des systèmes ouverts, des données ouvertes et des systèmes ouverts. Et c'est fondamental et c'est ce qu'on pousse aujourd'hui. Et l'énergie, et pour moi, je pense que tu iras dans ce sens-là, est le driver, puisqu'en fait, c'est universel. D'accord ? Alors ensuite, comment on déploie ça dans les bâtiments ? C'est vrai que c'est un Big Bang de l'efficacité énergétique et amener cette efficacité énergétique pour baisser l'empreinte carbone. Mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. Il faut aller au-delà. Alors là, c'est une vision, mais c'est une vision que je veux déployer. C'est dire qu'effectivement, on va de plus en plus vers un monde, une ville électrique. Je crois que tout le monde le dit. Mais quelque part, ça veut dire qu'on va aussi vers une mobilité électrique. Aujourd'hui, la voiture prend à peu près 50% de la superficie d'une ville. La mobilité électrique, sachez-le, elle ne remplace pas 1 pour 1 la mobilité thermique. C'est 2 pour 1. C'est-à-dire qu'en fait, pour 2 véhicules thermiques, j'aurai un véhicule électrique, voire peut-être 3 pour 1. C'est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, on va progressivement avoir moins de véhicules. Et de toute façon, c'est le souhait de tous les citoyens, et des véhicules plus sobres, donc plus d'espace. Mais il faut aussi, dans ce cas-là, penser à la recharge. Donc, c'est effectivement, c'est que ces véhicules vont être des espaces de stockage ambulants, et dans chaque bâtiment ou quelques bâtiments, on aura également du stockage énergétique. Qui dit stockage, dit aussi des panneaux photovoltaïques ou autres, pour produire de l'énergie qui vont alimenter ces bâtiments, ces voitures, sur un espace, on va dire un petit espace micro, on parle de microgrid. Ensuite, et là je lance encore pas une bombe, mais une alerte, en disant qu'il y a 120 ans, on est passé au courant alternatif, parce qu'effectivement, ça n'avait pas transporté le courant continu sur des longues distances. Mais aujourd'hui, tous vos équipements sont au courant continu. Et les énergies renouvelables sont en courant continu. La voiture électrique de demain sera en courant continu en 48 volts. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous transformez du courant alternatif en courant continu, il y a une déperdition énergétique.
et vice-versa. C'est pour ça que vous avez des transformateurs qui chauffent. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, un enjeu planétaire. Je regrette qu'à la COP21, on n'ait pas parlé. Mais pour moi, c'est aussi une de mes luttes, si vous voulez, c'est qu'on introduise progressivement le courant continu dans les bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça sera plus durable. C'est une baisse de la consommation énergétique de facto, puisque effectivement, il n'y aura plus cet échauffement. Ensuite, c'est directement utiliser les énergies renouvelables sur les sources. Et puis, quelque part, c'est créer un circuit un peu plus fermé. Mais ça, vous le voyez sur les bâtiments existants aussi ? Sur les bâtiments existants également. C'est tout à fait possible, c'est des travaux, mais en fait, c'est des travaux, mais qui sont générateurs d'efficience. En fait, je vous dis, c'est un vrai enjeu parce que y a d'autres pays qui l'ont compris. J'ai envoyé une délégation en Chine au mois de juin. Ils sont revenus, ils m'ont dit, attends Emmanuel, ton histoire de courant continu, c'est stratégique, parce que les Chinois, ils ont compris. Donc, ils ont compris que la voiture serait électrique, et Jean-Dominique Sénard a dit, de toute façon, notre industrie européenne, déjà, elle est en danger. Mais là, c'est pareil. Ils sont en train de faire des bâtiments en courant continu, de transporter le courant continu sur des très hautes, sur des lignes de haute tension. On va demander du coup à M. Monti. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet majeur. Et donc, je pense que dans la rénovation, il faut effectivement amener ça, et amener ce courant continu en même temps qu'on amène le numérique. Et puis, dans la même optique, et puis j'arrête là-dessus, c'est en même temps qu'on met 2 réseaux électriques, c'est 2 réseaux d'eau, un pour l'eau potable et un pour l'eau, effectivement, grise. Oui, c'est donc raisonner complètement différemment, mais puisqu'on va avoir moins de véhicules, on aura de la place dans les parkings, on aura de la place on aura de l'espace, et donc surface, utiliser de la superficie, et utiliser ça. Voilà. C'est une vision, mais je pense que c'est une vision réaliste. Monsieur Monti, et après Madame Karadec. Bon, je n'ai pas d'avis particulier sur ce que vient de dire Emmanuel. Je crois qu'il n'y aura pas de rupture franche, massive, technologique, comme il peut y avoir dans certains domaines. Dans le domaine de l'énergie, les choses vont se faire progressivement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie extrêmement capitalistique, les infrastructures pèsent très lourd, et que donc on ne peut pas rêver à penser de changer de modèle en l'espace de quelques années. On parle en quelques décennies. Il faut vraiment avoir ça bien en tête. Sur la rénovation, je pense qu'effectivement, je rejoins sur l'efficacité énergétique, bien sûr, mais il faut aussi toujours penser à la source d'émissions. Je crois que c'est fondamental. Il faut qu'on pense le bâtiment différemment, que ce soit dans le neuf ou dans l'existant, pour avoir une efficience optimale. Et l'efficience, c'est pas que la sobriété, c'est bien. Tout le monde est d'accord, il faut faire de la sobriété. Mais quand vous faites des petits calculs économiques pour voir l'argent que vous mettez, parce que c'est toujours de l'argent public au sens large. D'accord ? Vous avez cité les programmes des bailleurs sociaux. On est tous d'accord que sur la rénovation, les bailleurs sont exemplaires sur la rénovation énergétique. Ils le sont d'autant plus qu'il y a des dispositions contraignantes. J'en reviens toujours à cette notion de contrainte, qui oblige les fournisseurs d'énergie, par le biais d'un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, à encourager cette promotion. L'enjeu de la rénovation, il n'est pas sur les bailleurs sociaux, parce que ça, on sait que ça marche. L'enjeu, il est sur la rénovation privée. Parce que là, il y a les contraintes juridiques, il y a les contraintes financières, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'opérer la rénovation de leur logement. Ça, c'est la réalité. Oui, voilà. Ça, c'est absolument la réalité. Et au-delà de cette grande ambition de 500 000 logements, quand on regarde le parc privé, il y a un défi colossal. Et là, on a besoin des énergies de tout le monde pour adresser le problème. Parce qu'il y a l'énergie, mais il y a la salubrité, on le sait bien. Donc les défis sont vraiment immenses devant nous, et ça va réclamer non pas d'opposer des solutions les unes aux autres, mais bien au contraire de les fusionner pour travailler dans un sens commun. Monsieur Moitié, vous aviez envie de dire quelque chose? Non, mais pour le coup, on pourrait partir sur un débat très long, mais on en revient là aussi. Ouais, c'est ce que je vois, voilà. Mais c'est vrai que les bailleurs sociaux font leur job. On voit bien qu'il y a le sujet du particulier. C'était tout l'enjeu de la loi qui a été votée alors le 11 septembre. J'espère que c'est de bon augure, la loi énergie-climat. Mais les débats qu'on a eus notamment autour du crédit d'impôt transition énergétique. Crédit d'impôt transition énergétique, c'est rendre accessibles ces travaux de rénovation aux particuliers, à tous les particuliers. L'esprit de la loi, c'était
de faire en sorte de le concentrer sur les particuliers les moins aisés, parce qu'effectivement, il faut inciter ceux qui sont le plus en difficulté pour rénover leur logement, d'avoir un comportement citoyen. Quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir de comportement citoyen. C'est toute l'opposition, penser fin du monde et penser fin du mois, quoi. Et c'est l'esprit de la loi, et je renvoie à ce que vous dites, effectivement il faut composer, et c'est là où le politique a un rôle absolument clé. La loi a finalement décidé de laisser un reste à charge pour les ménages les moins aisés. On peut se poser la question. Voilà. En tout cas, moi je me pose la question pour le coup, moins en tant que banquier qu'en tant que citoyen. Madame Caradec, le mot de la fin. Je voulais rajouter un petit mot qui me paraît essentiel et déterminant dans le débat qui nous anime aujourd'hui. C'est que le logement en France est une des préoccupations premières des citoyens. Et qu'une certaine forme de carcan réglementaire contraint énormément la production de logements. Alors, il faut y rajouter les dimensions de développement durable dont on parle aujourd'hui, dont c'est l'objet. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet. J'ai aussi une fille de 16 ans où on avait émis des règles. Et forcément, j'innove. Tous les matins, les règles sont changées. Donc je crois qu'en la matière, le maître mot, c'est l'innovation. Et pousser ces sujets-là, c'est aussi inventer notre ville de demain. Madame Caradec. Alors, bon, ça a été très enrichissant parce qu'on voit bien que chacun, avec notre prisme, on se rejoint. Et la contradiction, on va dire, c'est que le temps de la ville est un temps long, et Jacques Thierry Monti l'a dit, sauf que le monde va très vite. Et donc, le citoyen veut des solutions très vite. Et oui. Non, mais la technologie va vite, le comportement générationnel change complètement. C'est-à-dire que les jeunes générations, on l'a entendu tout à l'heure, mais je pense que les encore plus jeunes générations que Nicolas Hazard attendent encore autre chose. Et donc, les jeunes générations ne pratiquent plus la ville comme nous, on peut la pratiquer. On l'a dit tout à l'heure, il y avait les lieux où on habitait, le lieu où on allait acheter, donc le centre-ville, les lieux où on allait travailler. Maintenant, tout ça se mélange. C'est-à-dire que la voiture autonome, demain, va permettre d'être le lieu où on travaille, le lieu où on dort éventuellement, avec un smartphone et le citoyen et la génération connectée, elle fonctionne autrement. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, vous jouez, il n'y a plus les consoles de jeux, vous consommez, vous achetez, vous travaillez. Donc tous ces changements-là sont à intégrer dans nos paradigmes et on voit bien que de toute façon, le travail en silo ne peut plus se faire. C'est-à-dire qu'on est tous obligés de communiquer, de confronter, d'échanger et de trouver des solutions communes qui sont portées parce qu'on en a chacun un petit bout en fait. Et nous, pouvoir public, on accompagne ce mouvement générationnel et ce mouvement de la ville en étant bien entendu vertueux, mais au-delà de ça, on a besoin de tous pour construire le monde de demain et la ville de demain. Et je crois que ça, c'est le grand enseignement des méthodes de réflexion modernes sur ce changement de vie et de ville. Très bien, merci. On n'a plus le temps. Ah, alors c'est pour Daniel Sperling. Bon, il n'est plus là en plus. Il ne va même pas l'entendre. Non, mais 2 secondes, parce qu'il nous a dit que le numérique consommait beaucoup d'énergie. Ah oui, ça, il a donné des chiffres qui étaient impressionnants. Voilà, et donc c'est vrai qu'on a parlé effectivement ici du numérique, que le numérique est nécessaire. Mais là, tout de suite, quelqu'un dans la salle peut dire, mais attendez, mais on s'appuie sur quelque chose qui consomme de l'énergie, donc c'est totalement antithétique. Et c'est pour ça que j'ai parlé du courant continu, parce qu'autrement, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette lubie? C'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, en Chine, ils font des data centers, aujourd'hui en courant continu, alimentés par des énergies renouvelables. Donc en fait, dans ces cas-là, la problématique n'est plus la même. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça à Marseille, parce qu'en fait, il y a du soleil, il y a du vent, donc tout est là pour effectivement avoir des énergies renouvelables.